Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Liqa Khas, émission dans laquelle nous recevons le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane. Bonsoir et bienvenue, M. le ministre, sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que cette émission sera diffusée simultanément si la deuxième chaîne est traduite en arabe. Au cours de cette émission, nous allons discuter d'abord de la présentation du département, de son bilan, des réformes et des perspectives d'avenir. Pour la présentation, Monsieur le ministre, pour commencer, afin de mieux connaître votre département, expliquez-nous le rôle que joue le département dans le dispositif du gouvernement. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Merci de me donner l'occasion de parler du département, du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. C'est ainsi que le président l'a voulu. C'est un ministère central dans la vie du gouvernement. Il est d'abord en charge de préparer et de faire appliquer la politique économique du gouvernement, politique économique, financière et sociale du gouvernement. Il est en charge de planifier le développement du pays, d'élaborer des stratégies à moyen et long terme pour le pays et de veiller à leur mise en œuvre à travers les budgets qui se mettent en place année après année. Ce département est aussi en charge de la coopération avec nos partenaires extérieurs pour la mobilisation de ressources. C'est peut-être l'une des parties les plus visibles du département parce qu'on agit directement sur la vie de l'économie du pays dans son ensemble. Ce département est en charge aussi de la promotion de l'investissement. Parce que sans investissement, il n'y a pas de développement. Sans investissement, il n'y a pas d'économie. Sans investissement, il n'y a pas d'emploi. Donc il est en charge de cela aussi. Ces missions étant, il faut bien qu'il y ait un suivi. Il faut bien qu'il y ait des réformes pour accompagner la mise en œuvre de ces stratégies-là. Il faut bien qu'il y ait des instruments de mesure, l'outil statistique. Donc c'est ça le département dont j'ai l'honneur de diriger depuis quelques mois. Monsieur le ministre, quelle est la situation économique de notre pays aujourd'hui? Bien, je vous remercie. La situation économique est marquée par plusieurs facteurs. D'abord, les facteurs, je dirais, historiques. Historiques parce que nous avons une économie qui n'est pas diversifiée. Je ne parle pas des potentiels, je parle de l'activité économique. Notre activité économique n'est pas diverse. L'essentiel de nos exportations, près de 100%, 98%, sont des ressorts de la pêche ou des industries extractives. C'est beaucoup. Il n'y a pratiquement pas de manufacture. Très peu de services exportés. Donc nous sommes marqués, ça c'est l'histoire. Le présent, nous sommes marqués par la pandémie, par les effets de la pandémie. Les effets de la pandémie qui ont eu un impact sur certains pans de l'économie mauritanienne et qui ont beaucoup marqué la vie des Mauritaniens eux-mêmes. Si, grâce à Dieu, les industries extractives n'ont pas été affectées par la pandémie, la pêche l'a été, l'agriculture l'a été d'une certaine façon, les services qui représentent l'essentiel de l'emploi des Mauritaniens, près de la moitié de la richesse du pays, ont été largement affectés par cette pandémie-là. Tout ceci, mis ensemble, nous avons eu, les chiffres doivent être confirmés, mais nous avons eu en 2020 une croissance négative du fait de la pandémie. La croissance était prévue positive, nettement positive, avant la pandémie, mais du fait de la pandémie, elle a été négative. Les chiffres seront confirmés, mais les cadrages du mois d'août parlaient de moins 3,2%. Probablement, on sera un peu mieux que ça, mais très légèrement mieux que ça. Donc, négative, croissance négative. Ça, c'est la situation économique actuelle. On parlera de perspectives quand vous le voudrez. À la fin de l'émission. Ce ministère a connu plusieurs opérations du ministère des Plans. Il est passé. Comment expliquez-vous qu'il
toutes ces dénominations à chaque fois? Est-ce qu'il s'agit de recadrage, de restructuration ou de volonté politique? Ou tout ça à la fois? Mais voilà, c'est tout ça à la fois, je crois. C'est tout ça à la fois, je crois. Parce que dans tous les cas, la mission est toujours là. Il reste maintenant à mettre l'accent ici ou là, ou à faire passer un message de temps en temps. Vous aurez noté que le terme ministère du Plan disparaît un peu partout à travers le monde. C'est en effet, je dirais que le plan, la planification est perçu un peu comme étant un peu socialisant, etc. Donc, avec la montée du libéralisme, on a préféré abandonner de plus en plus les notions de plan, du ministère du plan. On parle de ministère du développement, ministère des Affaires économiques chargé du développement. Donc, c'est de plus en plus développement à la place du plan, mais en fait, la mission fondamentale est toujours là. La mission fondamentale, c'est toujours ce que j'ai décrit plus tôt. Maintenant, il y a des nuances. Suivant l'ère politique, les priorités qu'un président peut accorder, l'emphase qu'il veut mettre ici et là. Je ne parlerai pas de la fusion économie et finance. Bon, ça, c'est une décision c'est une fusion, quoi. Je dirais que c'est une fusion de deux ministères, parce que c'est deux activités très différentes. L'économie et les finances, c'est des cousins, c'est des frères même, mais ils sont différents. Donc, les fusionner et les séparer, c'est deux décisions très fortes. Bien de gouvernements ont essayé, mais essayer ne pas réussir ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. À nous d'essayer, mais surtout à nous de réussir cette fois-ci. Monsieur le ministre, le 13 janvier 2021, vous avez effectué une visite à la coordination du projet des femmes dividendes démographiques. Il y a d'autres secteurs tels que l'éducation. Comment je peux comprendre que de telles activités dépendent de votre département au lieu du MASEF ou du ministère de l'Éducation? Quelle est la relation entre eux? Bien, vous le savez, je l'ai dit, le ministère est en charge de la mobilisation des ressources. Mobilisation des ressources pour tous les secteurs de la vie économique du pays. Pour les infrastructures, pour les routes, pour l'eau, pour la santé, pour les mines parfois, etc. Et des appuis budgétaires aussi qui sont faits pour le développement rural. Donc, le ministère est en charge de l'allocation des ressources. Et en 2020, je crois quelques 340 milliards d'Ouguiya ont été mobilisés. 340 milliards, dont un peu plus de la moitié sous forme de dons. Et un peu moins de la moitié, 45%, sous forme de prêts concessionnels. C'est une activité importante du ministère. La plupart de ces projets, la plupart de ces financements, vont soit directement comme appui budgétaire au Trésor, donc géré par le ministère des Finances, parce qu'injecté directement dans le budget, ou affectés à des projets qui sont gérés par les ministères sectoriels. Des projets eau, des projets transport, des projets agriculture, etc. Il se trouve que de temps en temps, il y a des projets qui sont transversaux, qui touchent plusieurs secteurs à la fois, et qui ont une certaine sensibilité. Le ministère, en accord avec les bailleurs de fonds, se charge de la coordination du projet, se charge de la coordination du projet. Mais ces projets sont exécutés, bien sûr, avec les bénéficiaires, avec les départements bénéficiaires. Vous avez parlé de ma visite au projet Suède. Le projet Suède vise, d'une certaine façon, pour simplifier, la promotion de la femme. Plusieurs départements ministériels sont concernés par la promotion de la femme. Aussi bien au niveau de l'éducation, qu'au niveau du MASEF, qu'au niveau d'autres départements. Nous ne pouvons pas exécuter ces projets sans ces départements-là. Nous assurons la coordination avec ces départements. Le projet éducation, il est logé au ministère de l'Éducation depuis très longtemps, mais il s'exécute avec le ministère de l'Éducation. C'est pareil avec Modoun, qui est le projet en charge de la promotion de certaines villes, de les rendre plus attractives aux investisseurs, à l'économie, plus propices à l'économie. On les gère avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Énergie, parce qu'il faut apporter l'énergie, etc. Donc nous assurons la coordination
parce que c'est des activités, c'est des projets transversaux. Qui dépendent de plusieurs ministères. Ils dépendent de plusieurs ministères sont impliqués dans la vie de ces projets-là. Ole Ouyati, c'est mes priorités, élargies du programme du président de la République, contre la redynamisation de l'économie. Où en êtes-vous? C'est un grand programme du président. C'est un grand programme sur lequel nous comptons beaucoup. Sur lequel nous comptons beaucoup, d'abord à court terme, pour réactiver l'économie. Ça, c'était l'objectif principal. Il y a eu l'arrivée du président, il y a eu la Covid, il y a eu les effets, c'est-à-dire la léthargie de l'économie pendant un certain temps, le confinement, etc., les pertes d'emploi, les pertes de revenus. Il fallait faire quelque chose, il fallait prendre des initiatives pour redonner vie à l'économie. Mais au-delà du court terme, il y a aussi un objectif à plus long terme. Préparer l'économie à cette mutation. Donc c'est ça le rappel du pourquoi de ce programme du président. Pour un montant qui est quand même substantiel, 240 milliards de billets. Il a été annoncé par le chef de l'État le 2 septembre 2020. Nous sommes maintenant 4 mois et demi après. Où en sommes-nous? Je dois dire que les départements ont beaucoup travaillé. Parce que chaque département est en charge de la mise en œuvre des composantes qui le concernent. Quand je dis qu'ils ont beaucoup travaillé, il y a beaucoup de travaux préparatifs. Quand on veut construire des salles de classe, il faut d'abord identifier le site, où est-ce qu'on le construit, lancer des appels d'offres, mobiliser les chantiers, etc. Quand on veut acheter des équipements mécaniques, il faut préparer les appels d'offres, il faut les lancer, il faut les dépouiller. Donc, quand on regarde, et on l'a fait récemment, le volume de travail effectué par rapport à ce qu'il faut faire jusqu'à la fin, je ne parle pas de décaissement, je parle du volume de travail. On est à peu près à 24%. 24%. À 4 mois et demi. À 4 mois et demi. Maintenant, les décaissements suivront après, parce qu'il y a tout un travail préparatoire qu'il faut faire, les études, les identifications, les appels d'offres, les dossiers d'appels d'offres, etc., etc. Ensuite, les décaissements suivront. Les décaissements qui ont été faits ont atteint autour un peu plus de 5 milliards en 2020. Mais le travail qui a été effectué et qui va permettre de gros décaissements a été très important. Dans certains départements, les résultats sont visibles. La pêche a commencé, a été très sensible, le développement rural aussi, et pour ne citer que cela, mais je ne voudrais pas oublier les autres, donc je m'arrête là dans la liste. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le travail lui-même est très avancé. Et 2021, nous pensons, devrait être l'année où on verra sur le terrain ce que j'appelle la poussière et la fumée. Donc vraiment le travail et les décaissements devraient suivre en 2021. Mais le travail qui a été fait, le travail préparatoire qui a été fait est important au cours des 3 derniers mois de 2020. Cela suppose donc que tous les départements concernés doivent aller en même temps. Est-ce qu'il y a une coordination? Qui s'en occupe? Comment ça se fait? Bien sûr. Chaque département, je dirais, va à son rythme. Il y a des départements qui peuvent aller très vite parce que le travail ne demande pas beaucoup de préparation. Comme quel département, par exemple? Je dirais que le ministère de l'Emploi, ils font beaucoup d'AGR, d'activités génératrices de revenus. Je pense que la plupart des activités, ils peuvent les mener rapidement. Ils peuvent bénéficier des décaissements rapidement. Il y a des départements qui demanderont un peu plus de temps. Le ministère de l'Équipement, quand il faut faire des routes, il faut faire ça demande un peu plus de temps. D'abord, les dossiers d'appel d'offres sont plus conséquents et les travaux aussi sont plus conséquents. Quand il faut faire une ligne électrique pour le département, entre l'énergie et le ministère du Développement rural, 250 km de ligne électrique, c'est du travail. Ils y sont, ils sont en train de valider le tracé, ensuite il faudra préparer le dossier d'appel d'offres, ensuite il faudra sélectionner. Donc ça prendra un peu plus de temps. Donc c'est pour cela que le programme du président s'étale sur 30 mois pour permettre à ceux qui ont besoin de temps de l'exécuter dans les délais. Dites-moi, est-ce que le fait que la Mauritanie soit un territoire très vaste, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? La question me vient à l'esprit parce que quand on parle d'eau, d'électrification, etc., de construction de salles de classe,
vu l'étendue du territoire, est-ce que c'est un avantage, c'est un inconvénient? Ou les deux à la fois? Disons, prenons les choses telles qu'elles sont. Notre pays est comme ça, il a 1 million et 30 000 km². Eh bien, félicitons qu'il en soit ainsi. C'est tout. Donc ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse serait de dire que si j'étais ministre de l'équipement et des transports, j'aurais aimé avoir un tout petit pays parce que je le couvrirais d'autoroutes rapidement. Mais si je suis aussi ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, j'aimerais bien avoir un territoire vaste aussi pour pouvoir avoir des opportunités de découvrir des matières premières un peu partout. Ou bien si je suis ministre de l'élevage, j'aimerais un territoire vaste. Non, je crois qu'acceptons ce que Dieu nous a donné. Nous avons un pays de 1 30 000 km², nous en sommes fiers, nous en sommes contents. Construisons-le, développons-le avec ce qu'il y a. Il y a des contraintes, mais je pense aussi qu'il y a des avantages. On va passer aux réformes. L'agriculture, l'éleveur, les pêcheurs, les tailleurs du coin, les vendeurs de cartes de recharge, pour ne passer que parler d'eux, qu'on appelle les petits métiers et l'informel. Quelle place occupe ces secteurs dans votre stratégie? Vous avez cité beaucoup de gens. Ils sont très divers. Je ne les prendrai pas en même temps. Prenons ceux dont j'ai parlé plus tôt. Les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Ensuite, on parlera des cireurs et des vendeurs de cartes. Les agriculteurs et les éleveurs, parce que c'est un peu, je les prends ensemble, c'est un domaine où sans aucun doute, la Mauritanie a des avantages comparatifs. La pêche aussi. La pêche, légèrement mise en valeur, parce que dans tous les cas, la pêche nous rapporte beaucoup en termes de devises. Nous rapporte beaucoup au trésor. Donc, pour la Banque centrale et pour le trésor, la pêche représente beaucoup. Peut-être beaucoup moins en termes d'emploi, comparé à nos voisins. Mais en tout cas, beaucoup en termes de devises et en termes de recettes du trésor. L'agriculture, l'élevage, c'est un potentiel. C'est un potentiel énorme qui est là, et je dirais très insuffisamment valorisé. Je le disais, avant nous, avant ce gouvernement, des tentatives ont été faites. On a créé le ministère de l'élevage, on a créé le ministère de l'agriculture, on a créé beaucoup d'institutions financières, d'accompagnement, de développement, pour faire décoller ces secteurs. Mais le bilan, il est là. Nous sommes toujours très dépendants en termes de sécurité alimentaire de l'extérieur. Notre production agricole est très faible, est très très faible. Nos produits d'élevage, notre cheptel est vendu soit sur le marché de Nouakchott, soit vendu sur pied à l'extérieur. Tout ça pour dire que la valeur que nous tirons de ces deux gisements de richesse et d'emploi est très faible. Le message que le président de la République a donné en choisissant cette dénomination pour le ministère nous oblige à être imaginatifs, à penser à des formules, à penser à des stratégies. Non pas des stratégies sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais la stratégie, c'est quelques mois. À court terme. Pour changer les choses. Et je crois que c'est ce que nous retenons des instructions du chef de l'État. Et c'est sur quoi nous travaillons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour dire un mot sur l'axe dans lequel nous travaillons, prenons l'agriculture. Nous savons que le potentiel, il est là, tout le monde le dit. Tout le monde dit, hein, nous avons les terres arables, fertiles, nous avons de l'eau, nous avons le soleil, nous avons des bras, il ne faut rien. Et nous avons des besoins, parce que le marché est là, il est alimenté de l'extérieur. Et pourtant, l'État a mis beaucoup d'argent. L'OMVS a fait son travail avec les barrages. L'État mauritanien a fait son travail, en tout cas largement en partie, avec la route goudronnée, avec une ligne électrique le long de la vallée. Il reste qui?
Il reste les opérateurs. Il reste les opérateurs. Il reste le secteur privé. Les populations sur place n'ont pas la technologie pour moderniser, n'ont pas l'expertise pour moderniser, n'ont pas les ressources financières pour investir. Les privés nationaux ont essayé, mais disons-le, ils n'ont pas l'expertise non plus. Donc, l'équation, elle est là. Comment faire pour attirer l'expertise, attirer les ressources, sans déstabiliser la propriété foncière locale. Ça, c'est l'équation sur laquelle nous devons travailler, sur laquelle nous travaillons, et sur laquelle nous comptons avoir des résultats bientôt, Inch'Allah. Et concernant les autres métiers que vous avez réservés pour la deuxième question. Bien, oui. Les activités informelles. Secteur informel. Secteur informel doivent bénéficier de la croissance générale du pays. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. L'effet sera indirect pour ces gens-là. On ne pourra pas dire on va faire un projet pour le cireur de chaussures, ou on va faire un projet pour le vendeur de cartes. Mais par contre, si l'économie croît, si la richesse devient visible dans le pays, bien entendu, les cireurs de chaussures vont en profiter. Les vendeurs de cartes de vont en profiter. Donc c'est par ce biais-là que tous les Mauritaniens profiteront de la croissance avec l'espoir que cette croissance sera quand même bien répartie. La répartition. La répartition. C'est une question de répartition. Le développement économique du pays suppose une bonne participation du secteur privé dans l'économie. Qu'avez-vous fait dans ce cadre? Oui, je confirme quand même cette assertion. Elle est très importante, je crois qu'elle est très présente dans le programme du chef de l'État. Une économie moderne, c'est une économie où le secteur privé tient toute sa place. L'État doit favoriser, l'État doit réguler, l'État doit créer les conditions pour le déploiement de l'initiative privée dans un pays moderne. Et c'est une conviction très forte du président et sur laquelle nous travaillons. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Signalons d'abord que nous avons le guichet unique au sein du ministère, au sein de la Direction générale chargée de la promotion des investissements, qui accompagne tous les jours les promoteurs et qui, bon an, mal an, arrive à aider à la création de plusieurs entreprises, de plusieurs milliers d'entreprises. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une activité quotidienne, routinière. Le département, le gouvernement, est très avancé dans l'adoption d'une loi sur le partenariat public-privé. Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas encore promulguée, la loi, elle n'est pas encore votée par l'Assemblée, j'espère qu'elle le sera le samedi, Inch'Allah. Mais en tout cas, elle est très avancée dans le processus d'adoption par le Parlement et de promulgation par le chef de l'État. Cette loi, quand elle sera adoptée, sera un signal très fort vis-à-vis des investisseurs privés internationaux et des investisseurs privés nationaux qui voudront s'associer à eux ou bien qui voudront y aller tout seuls. Pour moi, ce serait un message très fort. Une autre création du gouvernement, c'est plus récent, enfin c'est récent, c'est l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. Nous sommes l'un des rares pays au monde. En tout cas, je dois le dire, je ne connais pas un pays au monde qui n'en a pas. Nous devons peut-être être l'un des derniers pays au monde à créer une telle agence de promotion des investissements. Excusez-moi, pourquoi ce retard? J'ai dit une fois que c'est un oubli, je crois, qu'on a oublié de créer ça. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait mis autant de temps pour... Enfin, regardez sur Google, n'importe quel pays, vous tapez, vous... Mauritaniens qui auront besoin d'être accompagnés, d'être guidés, d'être conseillés. Je cite ces deux-là, ces deux décisions, à mon avis, qui sont très très fortes, qui ont été prises récemment par le gouvernement pour encourager le secteur privé. Et sinon, dans le quotidien, dans la vie quotidienne, je crois qu'il y a un dialogue qui se met en place, qui a besoin d'être plus structuré avec le secteur privé. Ils sont demandeurs. Nous avons reçu la visite du bureau exécutif du patronat récemment. Ils sont demandeurs d'un dialogue plus structuré
entre les services de l'administration, les services de l'État et le secteur privé. Je crois que c'est une demande très juste et nous ferons tout pour répondre à cela très bientôt. En tout cas, c'est la promesse que nous leur avons faite et nous ferons tout pour répondre à cette demande très bientôt. Un dernier point, quand même, pour parler de ce qui a été fait pour le secteur privé, c'est le programme du président. Le programme élargi du président, il accorde une place essentielle au secteur privé national cette fois-ci. National cette fois-ci. Il a été conçu de façon à être réalisable pour, je dirais, 90% des composantes par le secteur privé national. Il a été conçu comme ça. Et je crois que le secteur privé l'a bien compris, même si la moisson des contrats peut-être va commencer seulement en 2021, mais il a été conçu de façon à être exécutable par les entreprises mauritaniennes. Vous l'avez évoqué tout de suite dans vos réponses. Je voudrais que vous apaisantiez un peu sur le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2017-06 du 1er février 2017 sur le partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous reprochez? C'est-à-dire que le projet de loi est venu certainement pour améliorer. L'autre loi est encore très jeune, si je peux dire, 2017. Oui, c'est vrai. Il faut peut-être l'adapter. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est une question très légitime parce que la loi PPP date de 2007. Elle n'a pas eu tellement l'occasion d'être mise en œuvre. Parce que depuis 2017, le seul projet PPP réellement que le pays a eu dont le pays a eu à bénéficier, c'est le projet d'extension du quai de Nouakchott avec la société Eurase. Et je dirais même que les leçons tirées, enfin les modifications proposées ne proviennent pas de leçons tirées de l'expérience de Eurase. Mais c'est plutôt premièrement une comparaison avec ce qui se fait ailleurs, et deuxièmement, et ça c'est le plus important, la volonté de rendre cette loi très fluide dans sa mise en œuvre, très opérationnelle, parce que c'est la volonté du gouvernement d'être agressif dans le domaine des PPP. Et pour être agressif dans le domaine des PPP, il faut qu'elle soit opérationnelle, qu'on puisse la mettre en œuvre de façon assez fluide. Et c'est ça l'objet essentiel. Un autre point qui est important aussi, c'est que la loi actuelle, qui n'est pas encore changée, dit explicitement que la zone franche de Nouadhibou n'est pas couverte par la loi PPP. La zone franche a besoin de projets PPP. Donc, c'est même à la demande de la zone franche qu'il faut les inclure dans la nouvelle loi. Ça, c'est une autre raison. Donc, ce sont là les deux principales raisons. D'abord, inclure la zone franche. Et deuxièmement, rendre la loi plus opérationnelle, plus facile à mettre en œuvre, que ce ne soit pas quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en œuvre quand nous avons des opportunités de projets PPP. Parlons un peu de la dette qui constitue un obstacle sérieux au développement des pays de manière générale. Notre pays ne fait pas exception. Parlez-nous de la dette et son poids sur notre économie. Bien, vous avez raison de dire que notre pays ne fait pas exception. C'est un poids qui est là. Il faut dire que dans les années 80, plusieurs pays africains et au-delà de l'Afrique avaient été surendettés. Et il y a eu une prise de conscience mondiale pour dire que ça ne peut pas durer. Il faut faire un geste vis-à-vis de ces pays-là. Un geste a été fait vis-à-vis de ce qu'on appelle les pays pauvres très endettés, dont notre pays. Et nous avons bénéficié de cela. Et la dette de Mauritanie était revenue à un niveau extrêmement gérable. Mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons profité de ce niveau très bas d'endettement pour reprendre encore. Et c'est une demande africaine. C'est l'Union africaine qui a demandé à ce qu'on revoie la situation d'endettement des pays africains. Donc, ce n'est pas une demande spécifique à la Mauritanie. C'est une demande d'abord qui est lancée par l'Union africaine. Ensuite, il y a le cas spécifique de la Mauritanie. On est mauritanien, donc on parle du cas mauritanien. Mais je veux seulement mettre le contexte. Le contexte, c'est que nous sommes nombreux en Afrique
a souhaité revoir notre dette. Il y a des pays qui sont déjà en défaut en Afrique. Notre pays ne sera pas de cela. Notre pays ne sera pas de cela. Mais pourquoi parlons-nous beaucoup de la dette? Le président de la République est devenu maintenant le porte-drapeau au niveau africain de ce qui plaide pour l'annulation de la dette. Vous le savez, il revient d'un voyage en Europe, à Bruxelles et à Paris, où sa parole a été entendue. Où l'Union européenne sera aux côtés de la Mauritanie pour plaider ce dossier. Donc, profitons de cette voix qui porte. Et ça, nous y avons intérêt. Des raisons plus fondamentales. Le programme du président met l'accent sur le développement du capital humain, le développement des ressources humaines, c'est-à-dire l'éducation de base, la santé, la formation professionnelle, donc la personne, et aussi l'empathie vis-à-vis des plus indigents, vis-à-vis des moins favorisés d'entre nous. Ça demande des ressources, ça demande beaucoup de ressources. Tout ce qu'on pourra distraire du service de la dette pour le consacrer au budget de Tazor, au budget du ministère de l'Éducation, au budget du ministère de l'Emploi, ce sera du mieux pour les Mauritaniens. Nous sommes à un niveau d'endettement supérieur à la moyenne africaine. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup, ça, il faut le dire, c'est beaucoup. Notre service de la dette annuelle est un montant substantiel. Si on peut y gratter des montants pour les consacrer à l'homme mauritanien, à la femme mauritanienne, aux enfants mauritaniens, à la jeunesse mauritanienne, c'est tant mieux. Et d'où l'initiative qui a été prise récemment par le ministère des Affaires économiques, le ministère des Finances et la Banque centrale de Mauritanie pour engager un consortium français d'avocats et de financiers pour d'abord faire le point sur la dette mauritanienne, la dette extérieure. C'est toujours bon d'abord savoir où on en est, même si on a une idée, mais c'est toujours bon par l'extérieur de le faire. D'autant plus que nous comptons soumettre notre cas à nos partenaires, donc il est bon d'avoir une signature indépendante extérieure à ce sujet. Élaborer avec eux une stratégie de négociation de la restructuration de l'annulation de la dette. Chaque bailleur a une personnalité propre, chaque bailleur a des priorités propres, chaque bailleur a des politiques propres. Il faudra définir à l'endroit de chacun d'entre eux une stratégie de négociation. Et c'est ça l'objet de la mission qui a été confiée à ce consortium, qui travaille avec un comité d'experts mauritanien. Et nous espérons, en tout cas c'est le calendrier convenu, que d'ici la fin du mois de juin, nous aurons un document que nous pourrons partager avec nos partenaires. Parce qu'il nous faut cela pour pouvoir parler de façon plus solide avec nos partenaires, pour leur dire exactement ce que nous voulons. Disons-le clairement, pour restructurer la dette, il faut être deux. Nous sommes demandeurs, il faut que nos partenaires acceptent. Notre devoir est d'abord les préparer et leur donner des options qu'ils peuvent accepter. C'est pour cela que je dis qu'il faut définir pour chaque bailleur une stratégie qui correspond à son profil. Et c'est l'objet du travail qui est en cours actuellement. On dit que la Mauritanie est un pays riche et que le peuple est pauvre. Est-ce que ce constat est réel? Je corrigerai un tout petit peu. Je dirais que la Mauritanie est un pays potentiellement riche. Les potentialités du pays sont importantes. Nous avons des potentialités très importantes. Mais il faut maintenant transformer ces potentialités en réalité. C'est tout l'objet du débat que nous avons eu jusqu'à présent. Les potentialités sont là. Bon, nous avons un cheptel florissant, un cheptel très important. De temps en temps, je dis à mes visiteurs étrangers que le secteur de l'élevage est l'un des tout premiers secteurs de l'économie mauritanienne. Mais les éleveurs mauritaniens font partie des plus pauvres des Mauritaniens. Et ce paradoxe, il faut le corriger. Nous sommes un pays qui a un potentiel agricole important. Mais vous savez ce qui se passe.
pour les fruits, pour les légumes, pour les céréales, etc. Notre potentiel halieutique, parfois, est pris sur les eaux mauritaniennes et transformé ailleurs. Voilà. Tel est le potentiel. Je ne parle pas des mines, je ne parle pas des potentiels miniers, mais je parle seulement de ce potentiel-là qui, s'il est valorisé, effectivement rendrait le pays très riche. Très riche. Nous allons évoquer Covid-19 parce que 2021 a été une année qui vient de débuter, mais elle traîne avec elle les conséquences de la pandémie de Covid-19. Comment faites-vous face à cette situation? Est-ce que nous allons prendre des enseignements de l'année dernière pour faire face éventuellement à la deuxième, la troisième vague, que Dieu nous en garde? Oui, que Dieu nous en garde. Vous savez, le problème avec le Covid-19, c'est une maladie encore, je dirais, partiellement inconnue. Personne ne peut nous dire qu'il y aura ou il n'y aura pas de troisième vague. Personne ne peut nous dire quel sera l'état du monde dans 6 mois par rapport à la pandémie. Le vaccin arrive. J'espère que notre pays va en bénéficier bientôt. J'espère que notre pays sera vacciné bientôt et que la pandémie sera hors de nos frontières. Mais qui le sait? Donc, on fait des hypothèses. Ces hypothèses valent ce qu'elles valent parce que il faut le dire, nous sommes dans l'inconnu. Et les plus grands experts, sont dans le noir à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le confinement est une leçon. Si on peut éviter le confinement, il faudrait le faire. Parce que les Mauritaniens ont souffert de cela. Les Mauritaniens, je dirais, de l'économie informelle. Ceux que vous appeliez les cirés chaussures, les vendeurs de cartes, eux, ils ont beaucoup souffert de cette... le secteur tertiaire mauritanien, de façon générale, les services ont beaucoup souffert du confinement. Ça, c'est une leçon à tirer, je pense. À moins qu'il y ait une pression très forte de la santé, que la pandémie ne soit hors de contrôle, que Dieu nous en garde. Je pense que c'est une leçon à tirer, que le confinement, mais évitons autant que possible. La deuxième leçon à tirer, c'est que nous devons investir dans l'alimentation des Mauritaniens. Ça, c'est une leçon à tirer. C'est une leçon qui valide la décision du chef de l'État. L'accent sur ce secteur-là. Cette décision a été prise avant Covid, mais Covid nous conforte dans cette situation. Il faut absolument que les Mauritaniens puissent se nourrir autant que possible. Je ne dis pas qu'on aura tout le blé, Non, on n'aura pas ça, mais au moins autant que possible. Il faut que les Mauritaniens arrivent à se nourrir. Donc ça, c'est une deuxième leçon. Il faut absolument développer ce secteur-là. Je pense que c'est une obligation que nous avons. Nous n'avons pas droit à l'échec, je crois, à ce niveau-là. Ça, c'est une deuxième leçon. Maintenant, quand on écoute nos partenaires, qu'on discute avec eux, l'année 2020, nous l'avons terminé avec une croissance négative. On espère une croissance positive pour 2021. On avance un chiffre de 2%. Mais franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que la profondeur de la crise sanitaire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un actuellement qui puisse l'apprécier, l'évaluer de façon convaincante. On ne sait pas. Monsieur le ministre, l'exploitation du gaz qui enchante les Mauritaniens va-t-elle encore attendre longtemps? Mais nous sommes entre les mains des investisseurs qui sont des gens sérieux. BP est l'une des premières sociétés au monde, société pétrolière au monde, qui connaît son métier, qui sait ce qu'elle fait et qui dit qu'elle va commencer en 2023. Moi, je ne peux que les croire. Je les crois. Et donc, il y a des raisons de croire qu'en 2023, on aura le gaz. Mais ça veut dire quoi, on aura le gaz? Est-ce que ça va changer la vie de tous les Mauritaniens immédiatement? C'est ça la question. Non, franchement, soyez raisonnables. Soyez raisonnables.
Je ne pense pas que la première phase... c'est bien, c'est une bonne chose. D'abord, ça va soulager la Banque centrale en devise, ça va soulager le Trésor, on aura des recettes importantes. Mais ce n'est pas très créateur d'emplois, il faut le savoir. Donc il ne faut pas qu'on vende du vent. Ce n'est pas créateur d'emplois, en tout cas pas beaucoup. Donc c'est la limite qu'il y a à cela. Or, la priorité des priorités, c'est d'abord l'emploi. Si on a des ressources au Trésor, et on en a besoin, si on a des devises à la Banque centrale, et on en a besoin, on pourra faire des choses, mais ces choses-là doivent être celles qui conduisent à la création d'emplois. Nous avons une population jeune, une population qui va sur le marché du travail, et il faut qu'ils trouvent de l'emploi. Tout se construit autour de la classe moyenne dans les pays d'Afrique. Est-ce que nous avons une classe moyenne? Est-ce qu'on peut dire que la Mauritanie a une classe moyenne? Peut-être faible, mais on en a. Peut-être faible. Peut-être faible. Bon. Vous savez, nous sommes un pays tellement égalitaire, malgré tout. Vous et moi vivons avec nos parents qui sont bien moins aisés. Peut-être que nous avons le même rythme de vie. En tout cas, beaucoup d'entre nous. Disons, mais maintenant pour revenir à votre question de façon plus précise, la classe moyenne est faible en Mauritanie. Elle est très faible en Mauritanie. Un pays, la réussite économique d'un pays se juge à l'importance de sa classe moyenne. Non, nous sommes encore assez loin de cela. Comment faire pour développer une classe moyenne? Ben, il faut que le pays améliore ses performances économiques en termes de croissance et en termes de redistribution. J'ai ici un titre que j'ai vu au cours de ma préparation de l'émission, dans un journal que je ne citerai pas pour éviter de la publicité, mais une revue internationale qui dit que la Mauritanie est le chouchou de l'aide internationale. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Parce qu'ici, ils disent que le pays connaît une évolution favorable. La Mauritanie est considérée le pays le plus sûr du Sahel. Il semble profiter de l'élection du président Ghazouani qui a apaisé le climat politique et les familles à débloquer de l'argent. L'Union européenne, la BAD, la France, l'Allemagne, le Japon multiplient leurs concours. Est-ce qu'il faut se réjouir de ça? Ben, je suis surpris par votre question, et bien sûr que oui. Bien sûr qu'il faut se réjouir. Il faut se réjouir, il faut même être fier de cela. Qu'on soit apprécié, qu'on soit jugé crédible, qu'on soit jugé maître de nos projets, parce qu'il s'agit de cela. Ces bailleurs ne vont pas prendre quelqu'un comme chouchou s'il ne sait pas ce qu'il veut. Ça veut dire qu'ils respectent nos choix. Ils respectent nos priorités. Et ils considèrent que nos choix sont bien définis, que nos priorités sont justes et que nous sommes sérieux dans la mise en œuvre. Mais bien sûr qu'il faut s'en réjouir. Que le climat politique soit apaisé. Que notre parole porte, la parole du président de la République porte. Mais oui, il faut s'en réjouir. Il faut vraiment s'en réjouir. Et ça facilitera le travail entre les ministères, dans le dialogue que nous aurons avec nos partenaires. Mais je pense aussi quand même que ça facilite la vie tout simplement dans le pays. Non, il faut absolument s'en réjouir. Il faut absolument s'en réjouir. Et non seulement s'en réjouir, mais dire aussi qu'ils ont raison. Ils ont raison, vous dites. Bon, c'est parole du ministre. Ouais. La Mauritanie est devenue productrice de pétrole depuis 2006 grâce au prix Chinguetti. C'est retombé là. On en parle très peu. Pourquoi? Parce qu'il y en a très peu. On en parle très peu parce qu'il y en a eu très peu. Non, le pétrole de Chinguetti, je crois qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Je pense qu'on espérait autour de 100 000 barils jour, 100 000, 120 000 barils jour même parfois. Et bon, finalement, on est tombé à 6 000 barils jour. Donc 6 000, 7 000 barils jour. Donc la pollution s'est arrêtée. On avait fondé beaucoup d'espoir. On avait créé le fonds qu'on appelle FNRH, qui continue, le Fonds national de revenus d'hydrocarbures, que c'était appelé le Fonds pour les générations futures, c'est-à-dire on pensait qu'on aurait tellement d'argent qu'on ne pourrait pas l'utiliser, qu'on le gardait pour nos petits-enfants. Bon, mais c'est pas grave. Encore une fois, j'aime pas trop parler du passé. Le puits Chinguetti, c'est derrière nous. Le gaz, Inch'Allah, va venir. En tout cas, entre les mains d'une société très sérieuse, très respectable, expertes dans leur domaine. Je veux croire aux prévisions qu'ils font, je veux croire au programme qu'ils font. Donc j'espère que nous aurons une autre expérience
avec BP. Je voudrais que vous nous donniez un mot sur, ou plutôt quelques mots sur les grandes réformes qui ont été entreprises, surtout à l'égard au niveau de votre département. Je cite par exemple la zone franche. Qu'est-ce qui a été entrepris? On m'a parlé aussi, au cours de ma préparation de l'émission, des réformes qui ont été prises au niveau de la passation des marchés ou du secteur des marchés. Bien, zone franche, je ne serai pas long, parce que c'est encore sur la table. C'est une réforme complexe. L'orientation est connue, l'orientation est claire. Ça fait l'objet d'une communication Conseil des ministres et même qui a été présentée à la télévision. Mais la réforme elle-même, il faut la finaliser, elle est encore en cours. Ce qui a été fait par contre, par ailleurs, comme réforme, oui, il y a eu un décret sur la passation des marchés qui a été fait, qui a été adopté par le Conseil des ministres en septembre, je crois. Je ne me souviens pas très bien de la date, mais je pense que c'était en septembre ou en octobre. C'est une réforme importante qui n'est pas encore à bout parce que la dernière étape est en cours. C'est la sélection de ce qu'on appelle les PRMP, des personnes responsables des marchés publics, qui est en cours, qui va se terminer très bientôt. C'est une réforme importante parce qu'elle vise deux choses. Elle vise à simplifier et à raccourcir les délais. Parce que tout le monde se plaint qu'avec le processus de passation de marché que nous avons actuellement, les délais sont longs, sont très longs. Et quand on se plaint beaucoup si les délais sont longs, on cherche des raccourcis. Et ces raccourcis peuvent ne pas être conformes à la loi. Donc, il faut trouver des raccourcis qui sont en même temps conformes à la loi. Ça, c'est un, raccourcir les délais. Et deuxièmement, accorder la transparence. Accorder la transparence dans le processus de passation de marché. C'est très important pour nous, Mauritaniens. Il faut qu'on arrive à se convaincre qu'on peut faire les choses proprement, qu'on peut lancer des appels d'offres, adjuger des contrats, signer des contrats, exécuter des marchés proprement. Il faut que la loi nous le permette, il faut que la réglementation nous le permette. Ça, c'est l'objet principal de cette réforme. C'est l'occasion aussi pour conformer à la loi, faire un signal au secteur privé mauritanien. Dans la mesure où nous avons introduit dans le décret quelque chose qui figure dans la loi mais qui n'était pas repris dans le décret précédent, la possibilité d'accorder un avantage aux entreprises mauritaniennes. Parce que quand une entreprise mauritanienne compétit contre une entreprise étrangère, il faut quand même que quelque part, il y ait un petit avantage. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même expérience que ces entreprises-là. Nous sommes quelque part comme chez nous, les devises, les emplois sont pour les Mauritaniens. Donc il faut introduire cette dose de discrimination, de préférence, absolument, de préférence nationale. C'est connu, tous les pays le font. Hein. Donc nous, on ne le faisait pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, la loi nous le permettait. Mais dans le décret, il n'y avait pas cette disposition-là. On a profité pour l'introduire. Cette réforme a été donc adoptée en Conseil des ministres. Elle se met en œuvre actuellement. Disons, on prend les dispositions pour la mettre en œuvre. La dernière étape consiste à sélectionner ce qu'on appelle les personnes responsables des marchés publics, les PRMP, qui, à temps plein, vont se consacrer au travail de passation de marché dans le département ministériel. J'espère que dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, on aura bouclé la préparation de la mise en œuvre de cette réforme qui, pour moi, est très, très importante. Et une autre réforme, je dirais, c'est les PPP. Ça, je crois que on en a parlé, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est l'occasion seulement de rappeler l'importance de cette loi et de la philosophie qu'il y a derrière. La philosophie qu'il y a derrière, c'est que les ressources de l'État mauritanien, les ressources du budget mauritanien, nous voulons autant que possible les utiliser pour les services tels que l'éducation, tels que la santé, tels que l'appui aux indigents, essentiellement pour ce genre de choses, plutôt que pour des infrastructures, par exemple, qui pourraient intéresser le secteur privé. Autant utiliser le secteur privé, national et international, pour suppléer aux besoins d'investissement dans le pays. L'émission touche à sa fin, l'occasion pour nous de vous demander de nous évoquer les perspectives d'avenir pour votre département.
Je vous remercie. Bon, le département, dans sa forme actuelle, est récent. D'abord parce qu'il y a eu la séparation dans un premier temps avec le ministère des Finances. Ça, c'était en août 2019. Il y avait eu un greffon, le ministère délégué à l'industrie. Ce greffon est tombé, donc il est resté, ministère des Affaires économiques. Et en août 2020, le président y a ajouté cette mention, promotion du secteur productif. Donc, il faut prendre en charge cette mission. Et la restructuration du département d'abord, je parle d'abord de la restructuration du département lui-même, est en cours. Il y a eu la création de l'Agence pour la promotion de l'investissement en Mauritanie. Il y aura par la suite, très bientôt, Inch'Allah, la restructuration de l'ensemble du département pour tenir compte de l'existence de la PIM, tenir compte de cette orientation nouvelle du chef de l'État pour la promotion du secteur productif, prendre en charge la volonté du gouvernement de promouvoir les PPP, les partenariats public-privé. Donc, l'ensemble de ces ingrédients va donner un nouveau produit en termes organisationnels très bientôt pour le département. Ça, c'est une réforme, je dirais, organisationnelle. Au niveau de l'activité elle-même, 2020 est parti, mais 2020 est parti avec le premier plan quinquennal de l'ASCAP. Parce que le premier plan quinquennal de l'ASCAP, la stratégie mauritanienne à long terme, le premier plan quinquennal couvrait la période 2016-2020. Cette partie est terminée. Nous sommes en train de travailler sur le deuxième plan quinquennal. Et c'est une chance que nous avons de tomber sur cette période. Nous avons des orientations du chef de l'État dans son programme et aussi je rappelle encore une fois, cette idée de promotion du secteur productif. Pour moi, c'est central. C'est là, il faudra le prendre en compte. Nous avons cette volonté du président de la République de mettre l'emphase sur les ressources humaines, le capital humain. C'est un élément important qu'il faudra prendre en charge dans le plan quinquennal 2021-2025. Donc, il y a ce travail-là qui est en cours, qu'il faudra achever dans le courant de l'année 2021. C'est une perspective très enthousiasmante que de travailler sur ça, de refléter les priorités. Mais il y a bien d'autres. Il faudra faire vivre le secteur privé en Mauritanie. Il faudra faire vivre le secteur privé en Mauritanie. Il faudra travailler à l'allègement de la dette, pour ne pas dire l'annulation de la dette. C'est une perspective aussi enthousiasmante. Il faudra continuer à mobiliser des ressources pour le pays, pour financer l'économie. Voilà quelques perspectives. Vous corrigerez, on me dit souvent que le rôle du ministre des Affaires économiques est le rôle d'un diplomate qui amène de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Ben voilà, ça vous voyez seulement je ne dirais pas un pied parce que je dirais la moitié du département. Non. C'est une simplification, je trouve. C'est une simplification. La partie mobilisation des ressources est une partie importante de la vie du département. Je vous ai dit, plus de 300 milliards mobilisés en 2020. Donc c'est important. C'est la partie peut-être la plus recherchée par les autres départements. Quand ils écrivent au ministère, c'est peut-être pour aller dire, nous cherchons un financement, nous voulons un financement, etc., etc. Mais n'oublions pas le reste. N'oublions pas tout le volet stratégique. C'est peut-être pas très visible, mais c'est fondamental parce que c'est sur la base des stratégies qu'on mobilise le financement. C'est parce que nous avons des stratégies et des politiques adaptées que nous sommes les chouchous des bailleurs de fonds, que nous sommes respectés, nous sommes crédibles. Donc cette partie-là est extrêmement importante. N'oublions pas la partie promotion du secteur privé, promotion de l'investissement. Parce que le public ne peut pas tout faire. Il nous faut des privés. Donc, ce volet, il ne faut pas l'oublier, il est très important. Il ne faut pas oublier le volet revu et suivi de tout cela. Parce qu'on peut bien allouer des budgets, exécuter, faire des projets, mais il faut bien qu'on s'assure
que c'est exécuté comme il se doit, que les politiques sont conformes à ce que nous voulons faire, que nous faisons les réformes qu'il faut faire. Donc tout ceci forme le ministre de l'économie. Mais oui, disons que ce n'est pas seulement le ministère des Affaires étrangères qui rapporte l'économie, mais ça, c'est l'une de ses activités, l'un de ses chapeaux, mais il en a d'autres. Je rappelle aux téléspectateurs que mon invité était le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine, Inch'Allah. Quant à vous, chers téléspectateurs, continuez de suivre la télévision de Mauritanie et ses émissions. Je vous remercie. Merci beaucoup.